Grégoire Bouillet, le dossier M, livre 2, partie 21. 7 mai 2005. 5 mois déjà. 5 mois seulement. Encore 9 ans et 7 mois. 7 mai 2005. Tu marches dans les allées du cimetière du Montparnasse. Dans ta main droite, un grand bouquet de lisianthus blanc. Lisianthus, du grec qui dissout. Ce bouquet n'est pas seulement magnifique, il te sert à dissimuler la petite sacoche de cuir de couleur marron qui, retenue par une bandoulière passée sur ton épaule, bat le long de ta cuisse à chacune de tes foulées. Tu sens le choc à chaque pas. Tu ne veux pas qu'on remarque ta sacoche. Tu ne veux pas qu'on te remarque. Tu préfères qu'on focalise sur les fleurs. Elles sont ton alibi. La tombe que tu cherches n'a pas bougé de place, et voici au moins une chose de rassurante dans l'existence. C'est une tombe couverte de moisissures, rongée par le temps et les intempéries, avec sa pierre tombale en sale état, éventrée sur le côté, comme il en existe beaucoup de délabrés dans le cimetière du Montparnasse. Et c'est même comique de constater combien on trouve dans ce cimetière de telles tombes défoncées, dépourvues de la moindre inscription, sans plaque ni couronne, vides ou semblant l'être, abandonnées à leur sort, oubliées manifestement des vivants, sinon des morts. Cela avait donc été un jeu d'enfant que de trouver une sépulture qui soit libre, à tout le moins susceptible d'être réquisitionnée sans que cela trouble apparemment quiconque. Une qui te plaise, te semble propice et idéale. L'entreprise s'était pour une fois révélée plus facile que tu n'osais l'espérer. Pour une fois, elle avait abouti, et on s'accroche aux branches comme on peut. C'était il y a 3 semaines. Parce qu'une idée t'avait traversé l'esprit. Une idée bizarre, vraiment biscornue. Une de plus. Et alors ? Avant tout, il ne s'agissait pas de choisir n'importe quelle tombe, pas pour faire ce que tu comptais faire. Il fallait qu'elle présente, outre la garantie que personne d'autre que toi ne viendrait s'y recueillir, un détail, un élément, n'importe quoi, une particularité, un signe qui la sorte du lot et, à tes yeux, la rende spéciale. Ce ne pouvait pas être n'importe quelle tombe. Tu avais des projets pour cette tombe. C'est au terme d'innombrables allées et venues dans le cimetière du Montparnasse et de déambulations d'abord réjouissantes, tous ces noms et jamais le tien, toutes ces dates et jamais celle que tu cherches, mais bien vite fastidieuses, tous ces noms mais jamais le tien, toutes ces dates et jamais celle que tu cherches, que tu as finalement trouvé la sépulture te paraissant réunir les conditions requises. Enfin une tombe à ta convenance. Enfin la tombe propice. Aussi misérable, anonyme, abandonnée, chiche et, pour ainsi dire, indigne de recevoir une dépouille qu'idéalement dissimulée au regard grâce à la petite chapelle fermée par une grille qui, juste à côté, accueillait une famille dont tu notas le nom dans un de tes petits carnets, pour le cas où tu ne retrouverais pas ton chemin la prochaine fois. Pour le cas où quelqu'un te poserait des questions embarrassantes, un gardien par exemple. La particularité de cette tombe, d'après tes calculs, qui valent ce qu'ils valent, mais pas moins non plus, elle se trouve approximativement sur la bissectrice de l'angle que forment la discrète sépulture de Marcel Proust et le spectaculaire cénotaphe de Charles Baudelaire, qui, l'une comme l'autre, se dressent dans la 27e division, le long de l'avenue de l'Est. Sauf qu'il ne s'agit pas de la tombe de Marcel Proust, le vrai, l'auteur d'Albertine disparue, mais de celle d'un parfait homonyme, né en 1892 et mort en 1957. Et quelle vie eut-il celui-là ? Avec un nom pareil, à son niveau individuel d'identité la sienne, alors qu'il fut 30 années durant contemporain de l'autre. Tandis que ce n'est pas non plus sous l'imposante sculpture qui, surplombant un gisant momifié, le représente l'air sombre,
la bouche crispée, le brushing rebelle et les deux mains jointes sous le menton, que repose celui qui se risqua à mettre son cœur à nu en Belgique et au pied de laquelle des inconnus déposent des petits mots, écrits à l'encre violette ou turquoise, quelques fleurs pourrissant au soleil ou des tickets de métro usagés et dédicacés, et même des billets enrubannés de couleurs vertes, bleues, roses, délavés par la pluie et le temps. La dépouille de Baudelaire est enterrée à 20 divisions de là, dans le caveau de la famille Opic, à côté du squelette de son général de beau-père, à qui le poète, puisqu'il s'agit d'un poète, vouait pourtant de son vivant une haine féroce, et aucune infamie ne sera donc épargnée à certains d'entre nous, même après leur mort. Donner de grands coups de pied dans les petits mots écrits à l'encre violette ou turquoise, les fleurs du mal séchées et pourrissant sur place, les tickets de métro périmés et détrempés, les billets enrubannés de couleurs vertes, bleues, roses, déposés dévotement au pied de ce qui n'est qu'une illusion, une farce, un piège. Débarrasser tout ce plancher, éventer la supercherie, éparpiller toute cette merde. L'idée t'avait traversé l'esprit. Idée pleine de pu. Qui t'en empêcherait? Qui t'empêchait de ramasser l'un des petits mots déposés à même le sol et de lire ce qui était écrit pour personne? Et de qui ces confidences d'abord? Ces messages pour l'au-delà rédigés sur papier doré ou d'Arménie, à l'encre violette ou turquoise? Cela vaudrait la peine d'attendre, caché derrière une tombe, afin de surprendre le premier qui, et pourvu qu'elle soit jeune et jolie, la suivre alors, après avoir ramassé prestement son petit mot et l'avoir lu en cachette, savoir où elle habite, tout connaître de sa vie, te débrouiller pour l'aborder, la séduire, l'inviter à prendre un verre et au bon moment, de manière tout à fait fortuite, l'air de rien, articuler mot pour mot ce qu'elle avait écrit à l'encre violette ou turquoise, comme si tu étais d'outre-tombe, comme si ces mots étaient les tiens, que leur couleur violette ou turquoise venait de ton cœur, et que tu les éprouvais sincèrement, comme si tu lisais dans ses pensées, et que c'était la preuve que vous étiez faits l'un pour l'autre, que c'était de la super communication entre vous, de la pure télépathie entre vous, et voir sa tête à ce moment-là. Bien observer son visage à ce moment-là, et lui éclater de rire au nez. Comme Lon Chaney, tout en lui jetant au visage son risible petit mot au poète, celui-ci préalablement transformé en confetti et embrassé de lentilles d'eau et en charpie retournée à l'envoyeur, exactement comme M. Car je ne t'ai pas dit, quelques jours après m'avoir dit que je lui faisais pitié, et moi d'une voix blanche de murmurer « vous aussi », M me retourna par la poste, scellée dans une enveloppe Kraft, ma lettre du 28 novembre déchirée en 1000 morceaux. Non, pas déchirée, découpée en 1000 morceaux avec des ciseaux. Avec une paire de ciseaux, elle avait saccagé, mis en pièces et réduit en bouillie, j'allais dire en bouillée, la lettre où, à la page 691 et suivante du livre 1, je lui disais, au bord des larmes, vouloir la quitter. Et, lisant cela, elle avait soudain réalisé qu'elle ne pouvait pas se passer de moi, qu'elle avait besoin de moi, qu'elle me cherchait partout des yeux et m'aimait autant qu'elle se haïssait, etc. Tu connais l'histoire. Si seulement j'avais reçu ces SMS. Fermer les yeux ici. Les fermer pour les 10 prochaines années. Et cette lettre, elle me la retourna en 1000 morceaux. Elle ne voulut pas la garder. Elle ne la lirait pas d'ici 20 ou 30 ans, la retrouvant un jour au fond d'un tiroir et, la lisant, toute son histoire de jet lui reviendrait dans la lumière dorée du souvenir qui sait si bien restituer le meilleur de ce qui fut. Jamais de la vie. Et puis quoi encore? Le message était clair. Il était aussi définitif que cruel. Il se voulait blessant. Car elle ne me retournait pas seulement ma lettre et tout ce qu'elle signifiait. Elle me la retournait détruite, massacrée,
taillée littéralement en pièces. Sans un mot d'explication, ni un signe, pas la peine. Comme on brûle ce qu'on a aimé, comme on crache dessus. Sauf qu'elle n'avait pas craché dessus, ni brûlé ma lettre pour me renvoyer ses cendres par la poste. Elle ne l'avait pas non plus déchirée avec rage ou comme on déchire un vulgaire papier sans importance. Non. Elle l'avait consciencieusement haché menu à grands coups de ciseaux. Elle l'avait sabré de part en part, clac et clac. Elle l'avait mise à sac très méthodiquement, un coup de ciseau après l'autre, jusqu'à faire de cette lettre des épluchures, une sciure de mots, comme une volonté d'acier d'en finir avec ce qui avait eu lieu entre nous. Une intention glaciale et glaçante de couper les ponts avec moi, de couper court, tout raccourcir, déchiqueter, équarrir, faire de notre histoire une guirlande de Noël, avec un instrument tranchant et effilé, une hargne impersonnelle, un plaisir mécanique, clac et clac. S'était-elle aussi coupé les cheveux pour faire bonne mesure, tout ratiboiser, coupé définitivement avec le passé, qu'il tombe par terre en longues mèches mortes? En tous les cas, rien de déchirant ici, nul déchirement au sens propre, mais un geste froid et sec, une exécution métallique, une coupure nette et sans bavure, répétée 50 ou 60 fois, clac, 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 comme autant de coups de couteau s'enfonçant dans ma chair, jusqu'à ce qu'il ne reste rien à découper, rien de lisible, rien de moi, rien de rien. Contemplant ce désastre et ce qu'il signifiait, j'avais songé que M n'avait pas seulement fait de ma lettre une charpie, elle ne s'était pas seulement acharnée contre elle, elle avait mis cette charpie dans une enveloppe Kraft et elle m'avait envoyé le tout par la poste, comme on expédie un cadavre dans un sac mortuaire. Elle n'avait pas reculé au dernier moment, pas tremblé. Elle aurait pu tout jeter à la poubelle, mais non. Elle voulait que je sache, que je n'ai aucun doute. Rien n'avait retenu son geste. Elle voulait avoir le dernier mot, et que celui-ci soit le plus explicite possible, soit sans recours. Peut-être avait-elle songé à la tête que je ferais en ouvrant l'enveloppe et en découvrant son contenu. Au moment où s'étalerait devant moi une pluie de pétales de mort, telle une poudre d'anthrax. Peut-être jubilait-elle, ses grands ciseaux en main, de l'air meurtri, consterné, effaré que j'aurais à ce moment-là. Peut-être regrettait-elle de ne pas pouvoir assister en direct au spectacle. Si je lui avais fait pitié, elle n'en avait manifestement plus aucune à mon endroit, et je la reconnaissais bien là. Elle avait remis son armure. Elle avait repris son masque. Aucun doute. Elle me faisait passer le message qu'elle était redevenue la jeune femme cuirassée, inaccessible, fermée et inaltérable. Celle dont le blason proclamait plutôt la cruauté que la faiblesse. On ne la reprendrait plus à faire l'expérience de son propre visage. Plus jamais. Trop douloureux cela avait été. Parfaitement vain. Mieux valait qu'elle reprenne son personnage acquis, réintègre sa coquille, rentre dans le rang, et n'en sorte plus jamais. Se blinde à mort, se marie à mort. Telle était la signification de la paire de ciseaux. Sachant que je n'étais pas en état, à cet instant, de saisir ce que cet envoi lui avait coûté à elle, de quoi elle s'était coupée, elle, pour en arriver à tailler si férocement dans le vif avec une paire de grands ciseaux. Ce qu'elle avait massacré chez elle en même temps qu'elle massacrait la lettre qui n'était pas seulement ma lettre, non. Elle était la lettre qui lui avait fait croire au pouvoir des mots et au pouvoir de l'amour. Elle était la lettre qui avait remué sa nuit et soulevé tous les interdits qui pesaient sur elle, qui lui avait ouvert les yeux et lui avait donné la force d'envoyer balader le faux de son existence,
de rompre toutes ses amarres pour venir vers moi et oser l'aventure d'une vie à inventer plutôt qu'écrite d'avance. Et elle était la lettre qui, en définitive, avait causé sa perte. Car sans cette lettre, elle ne se serait jamais offerte à moi. Elle n'aurait pas trahi tous ceux en quoi elle croyait jusqu'ici, et il était trop tard à présent. Elle savait m'avoir attendu toute une nuit, et qu'il ne se soit rien passé entre nous était finalement anecdotique. En pensée, le mal était fait. Ce n'était pas comme si elle ne m'avait pas envoyé ces SMS fatidiques, comme si elle n'avait pas répondu à l'appel de ma lettre. C'était entre elle et elle. Elle avait sauté le pas, comme moi-même aurais basculé dans une autre dimension existentielle si j'avais assassiné son fiancé, quoi qu'il pût se passer par la suite. À mes propres yeux, il y aurait eu un avant et un après. Et c'était pareil pour M. Elle devait désormais vivre en sachant que les SMS qu'elle m'avait envoyés, elle allait devoir vivre avec cette faille, cette tâche, cette faute, ce secret. À cause de cette putain de lettre, à cause de la littérature, d'où son acharnement. Cette rage à grands coups de ciseaux, cette censure déchaînée. C'était sa façon de désigner le véritable coupable, de s'en prendre au vrai responsable. Mais sur l'instant, je ne le compris pas. Je perçus seulement l'intention de me nuire, la sinistre volonté de saccager ce qui avait eu lieu entre nous. Il y a des moments où il ne faut pas trop non plus m'en demander. Il y a des moments où je ne suis pas à la hauteur de l'autre, et où mon niveau douloureux des choses me fait tout voir par ses yeux de rascasse. Désolé. 1000 excuses. Qu'aurais-tu pensé à ma place ? Devant ce puzzle dont les pièces tailladées s'étalaient à présent en vrac sur mon bureau, j'étais resté immobile un très long moment. J'avais contemplé ce carnage avec le sentiment funèbre de m'y reconnaître, la certitude crispée que j'en avais pour 10 ans à recoller un à un les morceaux. Du bout des doigts, j'avais effleuré ce triste patchwork, avec la très vague intention de reconstituer peut-être un mot, une phrase, avant d'abandonner, saisi de répugnance. La vision de M saccageant ma lettre avec une paire de ciseaux m'avait traversé l'esprit. Son visage alors, son air le plus... Quoi ? J'avais chassé cette vision. Je ne voulais pas savoir, même pas imaginer. Lentement, j'avais rassemblé tous les fragments éparpillés pour les approcher du bord de mon bureau et les faire basculer dans l'enveloppe Kraft que je tenais grande ouverte juste au-dessous, en faisant attention qu'aucun ne tombe ni ne s'égare, en songeant que M avait dû faire la même chose de son côté, avant d'écrire mon adresse sur l'enveloppe, la timbrer et la mettre dans une boîte aux lettres. Affaire réglée. End of the story. En me rappelant qu'en Judée, des religieux ramassent le moindre petit bout de chair après un attentat. Ils se donnent cette peine, car elle est sacrée. Ouvrant le tiroir du bas de mon bureau, j'y avais déposé tout au fond l'enveloppe Kraft avec tout ce qu'elle contenait, comme une preuve de ce qui avait eu lieu, un rendez-vous pour plus tard, lorsque l'heure serait venue, de reconstituer toute l'histoire à partir de ces bribes, de ces déchets, de ces miettes, à la façon d'un paléontologue. J'avais refermé le tiroir et j'étais resté encore un moment assis, à ne rien faire, à ne penser à rien, les mains posées à plat sur mon bureau, le silence complet dans la pièce, le mur devant moi, comme un trou noir me faisant face. Puis j'avais éteint la lampe de mon bureau et j'étais sorti de la pièce, laissant derrière moi une paire de ciseaux claquer des dents dans le vide. Clac, 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 clac. De là que j'ai retranscrit ma lettre du 28 novembre 2004. Elle m'appartient puisque M n'en voulut pas, puisqu'elle me la retourna en pleine gueule, sous forme d'oursin.
De là, cette tombe, au bout du compte. Ta façon à toi de couper avec votre histoire, avec une paire de ciseaux à ta mesure. Tombe choisie à cet effet, judicieusement située, sur cette bissectrice du faux, résumant à elle seule ton histoire de M, et le sentiment qu'elle t'inspirait désormais. Et inutile maintenant de donner davantage de précision sur l'emplacement de cette tombe, car il n'est pas question que quelqu'un vienne y déposer des petits billets écrits à l'encre violette ou turquoise, hors de question. À vous. Jusqu'au bout tu as espéré. Que M ne se marie pas. Je le sais. Tu ne peux pas nier. Pour Yorick, fiefé débile. Jusqu'à ce 7 mai 2005, tu as attendu un appel de sa part, un SMS, n'importe quoi qui la ressusciterait et te la ramènerait consentante, docile, penaude peut-être, enfin pleine de grâce à ton égard, ayant enfin compris qu'elle ne pouvait pas vivre sans toi et l'acceptant enfin. 10 mois durant, tu es resté comme un abruti à côté de ton téléphone portable allumé, à l'avoir tout le temps sous la main, à le recharger en permanence pour qu'il ne s'éteigne jamais, à regarder toutes les 5 minutes si tu n'as pas reçu un appel, puis toutes les 2 minutes, puis toutes les 30 secondes, à écourter la moindre conversation téléphonique, de plus en plus rare au demeurant, pour le cas où quelqu'un chercherait en même temps à te joindre et ce quelqu'un serait-elle, à ne prendre finalement plus aucun appel qui ne serait son nom s'affichant sur le minuscule écran de même pas 2 pouces, devenu ton unique lien avec le monde extérieur, et, au bout du compte, à ne plus recevoir aucun appel du tout pendant des mois et des mois. La nuit, je t'ai vu dormir avec ton portable posé sur l'oreiller, au plus près de ta tête, pour le cas où elle se déciderait enfin à appeler, et à l'improviste, à bout de nerfs, sûrement ivre pour se donner du courage, t'annoncer qu'elle ne se mariait plus, plus du tout, vrai de vrai. Elle t'aimait finalement, bien plus qu'elle ne se haïssait elle-même. Elle n'avait pas envie, elle n'avait pas menti rue Tronchet, et elle avait enfin le courage d'être à la hauteur de son amour pour toi. Alléluia. Abraham n'eut-il pas la bonne surprise de voir un bélier prendre la place de son fils au dernier moment, juste avant d'abattre son couteau, afin que l'irréparable ne se produise pas? Avoue, je t'ai vu prier dans le noir pour qu'elle te revienne malgré tout. Te préfère enfin, t'affole encore, vous sauve tous les deux, choisissent la liberté, consentent à votre servitude, etc. À vous. Tant qu'elle n'était pas mariée, il y avait de l'espoir. 10 mois durant, 10 mois encore, blablabla. Pauvre type, rat pourri. Nos prières ne sont que les ultimes forces que nous jetons à la face de qui nous les ôte, et j'espère que tu n'en doutes plus aujourd'hui. Tu savais pourtant qu'elle te transformerait en cafard, en blatte, en truc gluant et répugnant collé au plafond. C'est vrai que tu fais pitié. J'espère que tu as compris maintenant. J'espère que tu piges ce qui se passe. Alors qu'elle est, en ce moment même, en ce samedi 7 mai 2005, en train de se marier. Alors qu'elle n'a absolument pas cherché à te contacter et qu'elle est là maintenant, tout de suite, dans une belle robe blanche, un voile sur la tête, tandis que tu te tiens immobile devant cette tombe abandonnée du cimetière du Montparnasse et que tu surveilles si personne ne t'observe. Oui, alors qu'elle est en ce moment même, à cet instant précis, si la date de son mariage n'a pas changé, en train de s'avancer dans l'église au bras de son père afin de dire oui à son fiancé. Oui sur ses seins parfumés. Oui à tout ce cirque. Sauf à toi. Je m'appelle Ben. C'est le nom que je me donne maintenant. Là, tout de suite, le plus sérieusement du monde. Ben, c'est sympa comme prénom. Ben Bouillet. Ah ah ah. On est le 7 mai 2005 et je dis à tout le monde que je m'appelle Ben. Cela me fait marrer. Cela me change. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre et ce n'est pas pour me déplaire.
Je trouve que ce prénom me rajeunit. Il me va mieux au teint. Cela fait aussi moins de lettres à écrire. On est le 7 mai 2005 et cela fait un moment que j'ai changé d'identité. Si on m'appelle Grégoire, je ne réponds plus. Je ne me retourne pas. Je passe mon chemin. M aussi va changer de nom. Mariage oblige. Avant, il y a longtemps, au commencement de toute cette histoire de M, j'avais alors 12 ans. Elle s'appelait Ali. Tu me suis ou il faut que je répète? Ce n'est pas rien de changer de nom. En même temps, c'est devenu très fréquent. C'est façon de se refaire une virginité. C'est tactique. Du pur blanchiment d'identité. Demande aux entreprises du CAC 40 ce qu'elles en pensent. La moitié d'entre elles a changé de nom en 20 ans. La moitié des entreprises du CAC 40, tel le Crédit Lyonnais renommé LCL après sa faillite retentissante, pour ne pas dire scandaleuse. Faillite épongée par l'État, c'est-à-dire par les contribuables, on parle ici de 130 milliards tout de même. Mais disparue la faillite. Exit le Crédit Lyonnais. Place à LCL, qui n'a aucun passif et ne traîne aucune casserole. Cette banque a toujours été irréprochable. Elle ne doit rien à personne, et surtout pas aux contribuables. France Télécom a été rebaptisée Orange, laquelle entreprise n'a rien à voir avec les suicides qui collaient à son nom d'avant. Du passé tout ça. C'était bon du temps de France Télécom. Chez Orange, on ne se suicide pas, monsieur. Jamais de la vie. Attends. Au Royaume-Uni, la centrale nucléaire de Windscale a été rebaptisée centrale de Sellafield à la suite d'un grave incendie survenu dans un réacteur, ce qui provoqua des émanations radioactives pendant tout le mois d'octobre 1957, sans que la population soit prévenue, et ainsi le problème fut-il réglé. À Sellafield, personne ne peut dire que la centrale a connu un grave incident de niveau 5. C'est à Windscale que l'incident a eu lieu, pas à Sellafield. Cette nouvelle centrale est totalement sécurisée. Rien à voir avec Windscale. Heureusement que celle-ci n'existe plus. On peut d'ailleurs vérifier. Elle ne figure plus sur aucune carte. Elle a été démantelée, sinon pour de vrai, du moins dans le langage. À Sellafield, tout est nickel. Aucun incident. Jamais de la vie. On doit confondre avec Windscale. Abracadabra. Attends. Je viens de lire dans le journal que GDF Suez, anciennement Lyonnaise des Eaux, va maintenant s'appeler NJ, parce que ça sonne comme un prénom, dixit le patron du groupe, qui précise, excité comme une puce, NJ c'est court, ça claque et c'est facile à reconnaître dans toutes les langues. Ok. Des dizaines de millions d'euros dépensés pour changer GDF Suez en NJ, pour un nom qui claque mieux. Tant d'argent dépensé pour ça? Car entre cabinet de consultants, redéploiement du logo de la marque et budget promotionnel, changer GDF Suez en NJ a coûté des dizaines de millions d'euros, dixit le patron du groupe au comble du bonheur. Oh NJ, I still love you. Des dizaines de millions d'euros pour simplement changer de nom. Ne s'agit-il pas plutôt d'autre chose qui ne dit pas son nom, justement ? Que ce soit au tribunal de commerce ou devant le maire et le curé. Cela me rappelle Russell Stringer Bell, dans la série The Wire. Trafiquant de drogue de Baltimore, il prend des cours d'économie à l'université afin de mieux piger le système et progresser dans son business. Et justement, il a un problème avec la dope qu'il vend. Elle est pourrie. Son baiser de la mort n'est qu'un bisou de la mort. Et les camés s'en détournent. Ils n'en ont pas pour leur argent. Ce qui fait que Stringer va voir son prof d'économie à la fin du cours pour lui demander conseil. Il veut savoir quelles options s'offrent pour un produit de qualité inférieure dans un marché très concurrentiel. Après avoir tourné un instant autour du pot, le prof finit par expliquer que le nouveau directeur du marketing de WorldCom a eu le même problème. L'entreprise était impliquée dans le plus gros scandale financier de tous les temps. Donc il a proposé d'en changer le nom. Exactement.
Plus tard, on retrouve Stringer. Il a réuni sa bande de petits dealers qui vendent le baiser de la mort dans les tours d'une cité, et il leur parle comme un professeur à ses élèves. Vous connaissez WorldCom? Silence. Ok, on va essayer autre chose. Vous êtes souvent emmerdé par les stupes. Ça vous arrive tout le temps. Il y a des mandats contre chacun d'entre vous. Vous faites quoi? Facile, on donne un faux nom. Pourquoi? Parce que le vrai nom, ça craint. Ça craint, d'accord. Et ensuite? Développe. Silence. Ok, vous le savez tous. Le baiser de la mort, c'est de la merde. Ça craint, comme tu dis. Alors, on fait quoi? Je sais. Faut changer son nom. Bien. Mais encore? J'y suis. On remplace les capsules rouges par des bleues. C'est la même dope, mais on change l'emballage. Comme ça, on fait croire que c'est de la nouvelle cam, et boum. Et vous savez quoi, les mecs? On pourrait aussi donner un nom à chaque point de vente et puis organiser comme une espèce de compète. Comme quand un camé ira acheter une mauvaise dope chez l'un, il ira chez l'autre et ainsi de suite. Génial, non? Hey, mais il y en a qui ont quelque chose dans le crâne. Il y a des petits génies parmi nous. Fin de la leçon d'économie, valable dans tous les secteurs où il s'agit de faire de la thune en vendant de la merde. Par parenthèse, j'ai appris récemment que S avait pris 107 pseudos rien que pour elle. Te rappelles-tu de S? La mère de M à mon niveau narratif des choses qui ont un lien chronologique entre elles. Eh bien, elle se fait maintenant appeler de 107 façons différentes. Chacun ses remèdes au dépit amoureux. La prison nous change tous. Comme disait l'autre, Louis Jouvet dans Les Enfants du Paradis, qui changea de nom pour échapper à la police, c'est dur de se quitter soi-même à ce point. Je disais donc, je m'appelle Ben et je file présentement plein nord au volant d'une Buick Skylark bleu métallisée, immatriculée en Californie. Car je ne t'ai pas dit, j'ai ressorti mon permis de conduire passé à San Francisco en 1988. Numéro de licence A3690-525, lors d'une précédente équipée américaine et non validée en France car jamais fait transférer et bref. Tel que tu me vois bien. Regarde, j'agite la main là, à la portière, c'est moi, coucou. Je file pied au plancher en direction de Santa Barbara, Californie, USA, par la Highway 101, direction l'église où M va épouser son fichu fiancé. Car ce n'était pas encore Noailles, non, mais à Santa Barbara, Californie, USA, qu'elle allait se marier. Je pensais que la cérémonie aurait lieu dans le berceau de sa famille, mais j'imagine souvent des choses qui ne sont pas la réalité. Ce qu'on appelle la réalité. Mais on s'en fiche de ce que je crois, comme de la manière dont j'ai découvert dans quelle église M allait se marier, car je n'en suis pas fier. On fait parfois des trucs bizarres pour parvenir à ses fins, des trucs pas très nets. Mais aux grands mots les grands remèdes, et ce coup-ci c'était pour la bonne cause. Ainsi me suis-je débrouillé pour savoir où et quand M allait se marier. Avec une famille aussi fameuse que la sienne, ce ne fut pas si facile de dénicher l'information. Le grand monde n'aime pas que le vulgaire soit au courant de ses alliances. J'allais dire fusion-acquisition. S'il doit l'apprendre, c'est une fois le truc signé. N'empêche, j'ai fini par apprendre que le mariage serait célébré à Santa Barbara, Californie, USA, dans une église située, paraît-il, dans une rue s'appelant Allen Street. Pourquoi là-bas? Aux États-Unis? Mystère et boule de gomme. Peu importait. Ce qui comptait, c'est que j'allais me pointer au mariage. Et pas qu'un peu. Telle était mon idée. Bien d'autres avaient eu la même idée, et dans leur cas, elle avait été couronnée de succès. Pourquoi pas moi? Il n'y avait pas de raison. Il y avait eu énormément de précédents heureux. Voilà qui m'incitait à mettre mon projet à exécution. Ô combien!
De toute façon, ma décision était prise. J'allais me pointer à la cérémonie et j'allais y faire un scandale. J'allais débouler dans l'église et on verrait alors ce qu'on verrait. Je n'en avais rien à fiche. Lorsque le curé demanderait si quelqu'un s'opposait à ce mariage et qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, je bondirais comme un ressort pour me mettre à crier d'une voix immense « Moi !» Ce disant, j'agiterais la main pour que le curé me repère dans l'assistance et, restant debout, immobile, dressé, tandis que tous les visages se tourneraient dans ma direction et que les murmures enfleuraient dans la nef comme une houle d'abord hésitante, puis moins hésitante, puis carrément hostile à mon endroit, je resterais sans bouger, droit comme la justice, attendant de voir la suite, attendant de voir la réaction de M, si elle allait, ou bien non. J'attendrais le temps qu'il faudrait. Qu'on me fiche dehors, ou bien non. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite. Je ne pouvais pas l'imaginer. C'était d'ailleurs inutile. Que les choses tournent en ma faveur ou qu'elles tournent au désastre, cela ne dépendait pas de moi. À quoi bon spéculer? Je ne tenais pas à me monter davantage le bourrichon. Qu'il se lève ou se taise à jamais celui qui a quelque chose à dire? Me taire à jamais? Jamais. Au pire, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Je serais allé au bout de mon histoire de M. J'aurais tenté le tout pour le tout. J'aurais abattu ma dernière carte. Je n'aurais pas simplement laissé faire. Au pire, M saurait. Elle devrait, aux yeux de tous, choisir en ma présence. La vérité éclaterait. Elle ne pourrait plus se cacher derrière son fichu fiancé, sa famille, tout le Saint-Frusquin. Elle devrait dire, si elle persistait, je cite, à se haïr autant qu'elle m'aimait. Tout le monde avait-il bien entendu? Fallait-il que je répète? Qu'en pensait monsieur le curé? Cela un mariage? Cela qu'on voulait? Qu'elle se haïsse elle-même? Tout le monde était d'accord? Si c'était ce qu'elle voulait, si tout le monde était complice, ok, pas de problème, je m'en irais sans faire d'histoire. Elle n'aurait qu'un mot à dire et je la laisserais tranquille. Elle n'entendrait plus jamais parler de moi. Je le jurais sur sa tête. Je la laisserais faire son propre malheur et se haïr tranquillement à deux. Mais elle devait me le dire en face, les yeux dans les yeux. Ce serait maintenant ou jamais. Ce serait la minute de vérité. Elle devrait dire si c'était son cœur qui parlait ou si c'était sa tête qui l'obligeait. Que je sache, que la terre entière sache. Cela que je me disais très sérieusement, en sentant l'adrénaline monter, en tremblant d'exaltation à l'idée de ce que je projetais de faire. Au pire, chacun saurait ce que cachait ce mariage, quel cadavre il dissimulait sous l'autel, de quel sacrifice il était en réalité la cérémonie. Oui, chacun saurait ce qui était sacrifié à cet instant. Qui était l'agneau de Dieu? Chacun pourrait mettre un nom et un visage sur le suicidé. Ce ne serait plus abstrait. Lorsqu'il m'arrive, passant par hasard devant une église, d'apercevoir des mariés qui viennent de se passer la bague au cou, je ne vois pas leur bonheur. Je pense au malheur de celui ou de celle qui a rendu possible ce mariage et qui n'est pas là. Je pense à celui ou à celle qui souffre hors champ. M serait folle furieuse, complètement effondrée, que je vienne gâcher le plus beau jour de sa vie, comme on dit. Piquerait-elle une crise de nerfs? S'évanouirait-elle sitôt, plouf? Sortirait-elle une paire de ciseaux de sous sa robe et, en hurlant, se précipiterait-elle sur moi avec l'intention de me crever les yeux? Je voulais en avoir le cœur net. Dans mes rêves les plus fous, elle s'enfuyait avec moi. Elle n'hésitait pas une seconde. Elle brisait ses vœux. Elle laissait son fiancé en plan, sa famille en plan, la cérémonie en plan, tout en plan. Elle me choisissait. L'amour triomphait à la fin.
Je voyais d'ailleurs très bien la scène. Je l'avais vue en rêve. Rêve dans lequel je m'introduisais dans l'église par une entrée dérobée pour me retrouver dans une annexe surplombant la nef, mais coincé derrière une grande baie vitrée, me permettant seulement de voir la foule assemblée, et tout là-bas, devant l'autel, M et son fiancé, l'un et l'autre debout, faisant face au prêtre, s'apprêtant l'un et l'autre à se dire oui devant Dieu et les hommes. Moi, comprenant qu'ils vont se dire oui et, dans un instant, s'embrasser pour la vie. C'est terrible, c'est atroce. J'arrive trop tard. J'ai beau faire de grands gestes derrière la vitre, M ne me voit pas. Elle ne se doute de rien. Faisant face au prêtre qui récite déjà la formule magique, elle me tourne le dos, vêtue d'une immense robe blanche qui éblouit comme une flamme dans la nuit. Alors je me mets à taper contre la vitre. Je me mets à cogner de toutes mes forces, comme un sourd, comme un dément, en criant son nom, en faisant le plus de raffus que je peux. Et ça marche. M lève la tête, elle m'a entendu. Hourra. Elle se retourne et elle me voit, tout là-haut, derrière la vitre, en train de cogner comme un sourd et de gesticuler dans tous les sens, un poisson fou dans son bocal. Ses grands yeux verts sombres s'écarquillent. Elle s'avance lentement dans l'allée centrale, sans cesser de regarder dans ma direction, et chaque pas qu'elle fait dans l'allée centrale l'éloigne un peu plus de l'autel, l'éloigne de son fiancé et de son mariage, pour mieux la rapprocher de moi, et oui, sur ses seins parfumés, oui. Voici que son visage s'illumine, voici qu'elle me reconnaît, voici qu'elle comprend tout. Elle réalise que c'est moi, là-haut, qui lui fais de grands gestes. Je suis venu la chercher. Je l'aime à ce point. Je l'aime d'amour et le choc est si grand que M se fige. Son visage se pétrifie. Tout en elle semble se fissurer, toute son armure, oui, elle implose littéralement, et comme une esclave brise ses chaînes, comme on abat un mur, elle se met à hurler mon nom. À le hurler si fort que mon nom explose l'espace, ébranle toute l'église, franchit le mur du son, brise la vitre dont les débris pleuvent sur la foule en bas, et tout devient merveilleux à partir de cet instant. Tout part en couille à ce moment-là. Car les gens dans l'église se demandent ce qui se passe. S'agit-il d'un attentat? Qui est ce cinglé qui hurle là-haut en cognant contre la vitre? Qui ose? Mais que fait la mariée? C'est quoi ce bordel? Les invités se regardent sans comprendre. Des chaises raclent le sol, quelqu'un pousse un cri, ça tangue dans les rangs, ça remugle, ça gronde, ça sort de ses gonds, ça commence à brandir le poing. Un vent de panique et de fureur se lève. Les visages se défigurent, ils se crispent, les bouches se tordent dans des rictus ignobles, les yeux sont pleins de venin, injectés de haine, les assassins et leurs visages. Bas les masques. Voici leur sale gueule pour de vrai. Toute leur laideur ressort, leur pourriture et leur hypocrisie. Dans les travées, une femme excite la meute. Elle me désigne du doigt. Cette folle crie haro sur moi. Sus. Qu'on m'arrête, qu'on me zinzinule immédiatement. Qu'on lui apporte ma tête, qu'on me pende haut et court avec la ceinture de mon pantalon. Mais je la reconnais. C'est S. Mais oui, c'est bien elle. C'est la mère de M. Aucun doute. Elle porte une robe respunchou. Elle est ivre de rage. Ses narines crachent le feu. Elle rugit énormément et, jouant des coudes, elle bouscule les gens, les renverse, fait de grands moulinets avec son sac pour se frayer un passage à travers la cohue, progressant vers l'autel, se dirigeant vers M. Mon Dieu, elle veut s'en prendre à M. Écumante et bave aux lèvres. Seigneur, et moi qui suis toujours là-haut, alors que c'est la folie maintenant dans l'église, le chaos total. Les invités courent dans tous les sens, ils se cognent les uns contre les autres, se tapent dessus, certains à coups de prie-dieu, d'autres balancent tout ce qui leur tombe sous la main, un frigidaire fend l'espace, un frigidaire. Ils s'écrasent sur l'autel, l'aplatissant comme une crêpe avec tout ce qu'il contient. Ciboire, encensoir et autres ustensiles liturgiques. Le curé aussi peut-être, je ne sais pas, je ne le vois plus,
Ça fait en tout cas un barouf terrible. Plus loin, les gens se marchent dessus, ils se piétinent. Certains ont le visage en sang. Une grosse femme arrache ses vêtements et, nue au milieu de la bataille, se met à rire hystériquement. Une grappe de types se précipite sur elle et commence à lui faire sa fête. Elle disparaît sous le nombre, c'est le délire complet, la bacchanale des damnés. Il faut que j'intervienne. Vite. Je dois sauver M, la tirer de là, avant qu'il ne soit trop tard. Vite. Je me précipite dans un escalier en colimaçon qui descend dans la nef des fous. Un type tente de s'interposer. Je lui file un grand coup de pied dans les roupettes qui l'envoie au tapis. En bas, la mêlée est indescriptible. C'est la guerre, l'orgie. Tout là-bas, j'aperçois S, qui n'est plus qu'à 2 mètres de M. Elle arrive dans son dos, les 2 mains écartées, comme si elle allait l'étrangler par derrière. On dirait Nosferatu. Vite. Je hurle pour prévenir M. Elle se retourne, juste à temps pour échapper aux griffes de S, laquelle agrippe tout de même sa robe de mariée et se met à la secouer comme un prunier. Elle veut lui arracher sa robe. Elle est à moi, qu'elle hurle. C'est ma robe de mariée, qu'elle hurle. Rends-la-moi, salope. D'où je suis, je les vois s'empoigner. S hurle. It's too late, it's too late. C'est trop tard, qu'elle hurle au visage de M, le visage déformé par la fureur. Trop tard pour l'amour. Trop tard pour la vie. Vive l'art. Mais M la regarde avec mépris. Elle ne se démonte pas, elle n'obéit pas, pas cette fois. D'un geste brusque, elle se dégage de l'étreinte de S et, la regardant droit dans les yeux, avec une détermination totale, comme on en voit paître une fortune, elle la toise et, au visage, lui crie à son tour « Non, il n'est pas trop tard. Pas pour moi. Not for me. » Souligné 1 milliard de fois. D'entendre ça, S n'en revient pas. C'est trop pour elle, et de fureur et d'impuissance, elle colle une mandale à M. Une grosse, une énorme, vlan. Et puis une autre, pour la forme, pour la peine, encore plus forte, vlan. Mais M s'en fiche. Même pas mal. Elle a gagné. Elle sait qu'elle a gagné. Elle est libre. S ne peut plus l'atteindre. Plus personne ne peut lui dicter sa conduite. C'est fini ces conneries. Sa vie lui appartient. Alléluia. L'instant d'après, j'ai rejoint M. Je suis à ses côtés, nous faisons front tous les deux. Je tiens sa main serrée dans la mienne. Du bras, j'écarte S qui se cramponne, la pousse dans les orties. Elle se retrouve les 4 fers en l'air. Des respunchous lui sortent des yeux comme des serpents. Mais un type, rampant sur le sol, m'a attrapé la jambe. Il veut me mordre. Ah, la saleté. Oh, le zombie. Pas de quartier. Je lui savate la gueule. Si fort que sa tête se décolle de son corps et va rouler au pied de M, qui pousse aussitôt un petit cri. C'est son fiancé que je viens de décapiter. Oups. M l'enjambe d'un petit bond de cabri. Désolé, chérie, qu'elle fait, à la tête qui roule au sol, tandis que je l'entraîne vers la sortie. Elle collée à moi, me serrant si fort la main qu'elle la broie. Avisant un grand crucifix, je l'empoigne et le fais tournoyer comme une hache pour protéger notre fuite et tenir la furie de la foule en respect. Qu'ils y viennent. Le premier qui s'approche, je lui fais bouffer ses dents. Je l'empale sur la croix. L'instant d'après, je bloque la porte de l'église avec le grand crucifix et M et moi, nous enfuyons en courant, en riant, moi serrant toujours la main, elle dans sa robe blanche de mariée déchirée qui dévoile maintenant son sein. On dirait la liberté guidant le peuple. M l'ignorait, mais c'est elle qui avait le pouvoir sur sa vie. Elle l'avait toujours eu. On le lui avait seulement caché. Elle ne l'avait seulement jamais cru. Une fois dehors, nous courons à perdre haleine pour attraper un bus qui a la bonne idée de s'arrêter pour nous laisser grimper et, installés tous les deux à l'arrière, assis l'un à côté de l'autre, fixant droit devant nous en direction d'un avenir qui nous appartient et que le passé ne retient plus, nous savourons notre triomphe, la bonne blague que nous venons de jouer au monde, sans plus nous regarder maintenant que nous sommes ensemble. M à ma droite et moi à sa gauche, tous les deux côte à côte à l'arrière du bus.
chacun perdu dans ses pensées tout à coup, chacun se demandant ce qu'il a fait, réalisant peu à peu, se refaisant le film dans sa tête, en rigolant intérieurement, n'en revenant toujours pas ni l'un ni l'autre, devenant grave soudain, jusqu'à tirer une gueule d'enterrement, et ce n'est que du bonheur. C'est la solitude enfin. Je me réveille à ce moment-là. Quand bien même M ne s'enfuirait pas avec moi, se marierait malgré tout, pour des raisons qui m'échappent et qui lui ont toujours appartenu. Je ne sais pas. Je me disais, me voir débarquer à son mariage, faire un scandale, se rendre compte que j'avais osé, que j'étais allé jusque-là, au bout du ridicule, à l'extrême limite de tous mes sentiments pour elle, je me disais, cela la ferait peut-être, je ne sais pas. Peut-être surprendrais-je dans ses yeux, tandis que ses frères me traîneraient par le col vers la sortie pour me casser la gueule, peut-être, dis-je, dans le regard qu'elle m'adresserait de loin, par-delà le monde tel qu'il est, surprendrais-je, oui, l'éclat d'un doux sourire, une tendresse sans bornes, des larmes d'adieu rachetant tout ce qu'il y avait eu entre nous et tout ce qui n'aurait jamais lieu entre nous. Oui, me disais-je, ce serait quelque chose si, dans son regard, je lisais une gratitude, une compassion, si j'y lisais une complicité pour la vie. Par-delà l'impossible, malgré l'embarras de la situation, l'obscénité de mon intervention, le scandale dégoûtant que j'aurais provoqué, les explications à donner maintenant aux fiancés, à la famille, aux amis, bla bla bla. Mais elle trouverait bien quelque chose. Je lui faisais confiance. Elle pourrait dire que j'étais fou, qu'elle ne me connaissait pas, qu'elle m'avait rencontré lors d'un stage en entreprise et que je la harcelais depuis, qu'il fallait m'interner, bla bla bla. Elle dirait ce qu'elle voudrait. Cela n'aurait aucune importance. Ce ne serait que poudre aux yeux, du nanan pour que le spectacle continue. Nous saurions, elle et moi, l'éternelle vérité que chacun aurait versée dans le regard de l'autre, en une fraction de seconde immortelle nous sauvant, et elle et moi. Auquel cas j'aurais bien fait de venir à son mariage sans y être invité. Cela valait la peine, 1 million de fois la peine. Personne n'aurait de toute façon envie de savoir qui j'étais exactement. Ni le fiancé, ni la famille, personne. Chacun se satisferait des explications de M. Tous tenteraient de minimiser l'incident. Se trouvait-il parmi eux un seul individu qui ignorât que le monde se constitue sur le meurtre d'un seul commis par tous? Combien étaient mariés, non par amour de l'autre, mais parce qu'ils se haïssaient eux-mêmes? En attendant, M se souviendrait toute son existence de moi. J'aurais eu mes 5 minutes de célébrité lors du plus beau jour de sa vie. Dans les mémoires, je serais sur la photo de mariage. Personne n'oublierait mon intervention. On se rappellerait pendant des années le scandale qui s'était produit pendant la cérémonie. On en parlerait entre soi, on en rirait longtemps. On amplifierait les faits, on les enjoliverait, les réinventant chaque fois un peu plus, leur donnant un tour tragique ou comique selon qu'on me désapprouvait ou, plus officieusement, comme une nostalgie pour soi-même, que l'on me comprenait et me trouvait des excuses. De génération en génération, on se transmettrait l'histoire. On ferait peur aux petites filles en leur disant que si elles ne se mariaient pas par amour, Grégoire le dément viendrait détruire le plus beau jour de leur sale vie. Au pire, je serais une légende. Dans le meilleur des cas aussi. Encore fallait-il que j'arrive à temps. Je m'étais décidé au dernier moment, alors que la date du mariage approchait. 3 jours avant, j'évitais encore d'y penser. J'évitais de me représenter la scène. Je caressais l'idée, mais de là à la mettre à exécution. Et si j'y allais, cependant?
Si j'y allais pour de vrai. Mais non, c'était débile. C'était n'importe quoi. Je n'étais pas si fou. Et si M s'évanouissait à ma vue, vlan, au beau milieu de la cérémonie? Oui, mais si elle s'enfuyait avec moi? En même temps, je savais où la cérémonie aurait lieu. Cette information était capitale. Elle changeait tout. Elle me poussait à l'action. C'était comme m'avoir mis un pistolet chargé entre les mains. Je savais même très précisément où se situait cette église, dans Allen Street, Santa Barbara, Californie, USA. Une église presbytérienne, à ce qu'il paraissait, d'après mes informations. Presbytérienne? C'était quoi cette secte? Je tombais chaque jour un peu plus des nues. J'avais aussitôt lancé une requête sur Wikipédia et le culte presbytérien, appris-je, est une forme du protestantisme, tendance Calvin, liée à l'Écosse, et pas la peine de creuser davantage la question, j'en savais bien assez. D'après mes informations, cette église était toute blanche, toute neuve, d'un style architectural moderne qui la faisait ressembler à un gros cuboïde, une sorte de gros glaçon posé sur le bord de la route, avec un toit en arceaux ondulés et une grande croix au-dessus de la porte vitrée. Je ne pouvais pas la louper. Cette église était reconnaissable entre mille. Précision utile, un escalier de secours courait sur la façade est. Il pourrait éventuellement me permettre de pénétrer incognito dans l'église, des fois que l'accès m'en serait interdit. Et si j'osais? Pourquoi non? Qu'avais-je à perdre et que n'avais-je déjà perdu? Et le prime-saut alors? J'en faisais quoi du prime-saut? En une fraction de seconde, ma décision fut prise. Banco, hasta la vista. Vive Zorro. Quelle heure était-il? Je n'avais pas une minute à perdre. Le mariage était prévu pour dans 22 heures, décalage horaire compris. Vite. Et quoi? Je ne pouvais pas attendre les bras croisés que M se marie et gâche sa vie. Ce n'était pas possible. Dans 22 heures, décalage horaire compris, tout serait fini. M serait marié. Le monde aurait triomphé. Mon existence ne vaudrait plus un clou. Il me fallait tenter quelque chose. Je le devais. Notre histoire méritait un dénouement grandiose. Si dénouement il devait y avoir. Je ne suis pas complètement fou. À mes yeux, elle ne pouvait finir comme une baudruche qui se dégonfle, comme une merde qu'on écrase, comme si elle n'avait été qu'un pet de l'âme. C'était trop injuste. Il m'appartenait d'en faire un mythe, de la rendre d'une façon ou d'une autre mémorable. Et quoi? M ne pouvait absolument pas épouser un type qui, pour la convaincre de l'épouser, lui avait dit qu'ils allaient tous les deux former une super équipe. Oui, tu as bien entendu. Une super équipe, comme une équipe de football, comme le PSG. C'est M qui me l'avait raconté lors d'une de nos dérives nocturnes, en faisant une drôle de tête. Si le fiancé voulait qu'il y ait du sport, il allait être servi. Si son idée était que M et lui soient partenaires, il n'avait qu'à monter une entreprise. Pas la peine de se marier. Pas la peine d'y mêler l'amour. Assez de transformer les relations humaines en relations commerciales. Assez de parler de projet de couple, de projet parental. Assez! Soit dit en cherchant fébrilement sur internet le premier vol direct Paris-Los Angeles et coup de bol, trouvant un vol Air France, départ prévu d'ici 3 heures et vite vite validant ma réservation, 1 200 €. Vite vite bouclant mon sac dans un sale état de surexcitation totale. Vite vite sautant dans un taxi et vite vite arrivant à Roissy. Vite vite embarquant juste à temps. Ouf. 9000 kilomètres et 12 heures plus tard, toute passée avec les genoux enfoncés dans les côtes et largement occupée à vider des mignonnettes de whisky dans un état psychique et corporel totalement halluciné, entre
tachycardie soudaine et brutale, et le reste du temps, flottant dans une lourde torpeur saturnienne, j'atterrissais enfin à l'Axe, LAX, sous un ciel bleu éclatant et une température idéale. Le temps de louer une voiture à l'aéroport, et me voici au volant d'une Big Skylark bleu métallisé, direction Santa Barbara, située à environ 150 km au nord. Voici que j'appuie à fond sur le champignon, et, les fenêtres de la Buick grandes ouvertes, je file cheveux au vent sur la Highway 101. L'océan juste sur ma gauche, des collines pelées sur ma droite, le ciel très en haut, presque blanc, au-dessus de moi, le soleil dans mon dos. Voici le tunnel de Gaviota, comme prévu, sur un passage de l'ombre à la lumière. Voici l'embranchement pour Santa Barbara et le panneau indiquant la sortie Vernon Avenue. C'est elle que je dois prendre pour rejoindre Allen Street. Allez plus vite, bon Dieu, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne dise oui, sur ses seins parfumés disent oui, avant le sacrifice d'Abraham. Je ne veux pas vivre ce que Jim Thompson vécut, même si cela pourrait signifier me priver d'une conscience tragique des choses. Mais où Allen Street exactement? Merde, je ne la trouve pas sur ma carte achetée à l'aéroport. Elle n'est pas assez détaillée. Merde. Je pile devant une station-service, me précipite à l'intérieur. Quelqu'un? Vite. Hello? Someone? Somebody? Ah, le pompiste. Le voici. Il est en train de lire un magazine à la con. Allen Street? Which way, please? The church. The Presbyterian Church. Quick, quick. Il bafouille, ce con. Se rappelle pas. Merde. Il a des sourcils incroyablement broussailleux. Allen Street? The church? Ah oui, ça lui revient maintenant. C'est tout droit, yes, straight ahead. Yes, yes. La 6e en montant, puis la 3e à gauche. 6th and 3rd left. Ok, quick, quick. Pas le temps de dire merci que je démarre déjà sur les chapeaux de roue, tandis que, dans mon dos, j'entends le pompiste me crier je ne sais quoi à propos d'un révérend. Et qu'est-ce qu'il voulait dire, ce con? Que lui aussi se regardait parfois dans la glace en se demandant pourquoi personne ne l'aimait? Désolé mon gars, mais pas le temps. Vite, je dois arriver à temps. C'est la course de ma vie. Vite, 6th and 3rd left. Encore plus vite. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Sauf que, dans Allen Street, Santa Barbara, Californie, USA, il n'y a pas d'église presbytérienne. Je te jure, je ne plaisante pas. Je n'ai pas du tout le cœur à rire. Il n'y a pas d'église du tout dans Allen Street, ni presbytérienne, ni d'aucune autre secte. Il n'existe aucune église d'aucune sorte dans Allen Street, Santa Barbara, Californie, USA. Ni peinte en blanc, ni d'une autre couleur. Avec ou sans clocher, en forme de cuboïde ou de poire, rien, te dis-je. La misère religieuse totale, le flop complet, l'arnaque absolue. La 6e en montant et la 3e à gauche. Mais il n'y a pas de 6e en montant, ni de 3e à gauche. Que dalle! No sixth and third left at all. Des nèfles, c'est à devenir fou. Je suis en sueur, je crois que ma tête va éclater. J'ai beau tourner comme un malade dans le quartier, et chaque croisement me tordre le cou au volant de la Buick, je n'aperçois que des maisons typiquement américaines, avec leurs pelouses typiquement américaines, là où chaque foyer américain emprunte sa vue aux voisins, cultive sa nostalgie de la grande prairie, combat à main nue les nuisibles et enterre ses cadavres et démons. La nation américaine dans ce qu'elle a de plus angoissant sous des dehors rassurants. Mais d'église, pas la queue d'une. On peut aller vérifier par soi-même si on ne me croit pas. C'est bien simple, il n'existe même pas d'Allen Street à Santa Barbara, Californie, USA. Et non, c'est comme ça. J'ai mis un moment avant de le comprendre, et encore plus longtemps à l'admettre, mais c'est la vérité.
Inutile de chercher Allen Street dans Santa Barbara, on ne la trouvera nulle part. Cette rue n'existe tout simplement pas. Ce sont des craques, de la poudre aux yeux, du poil à gratter. Et veux-tu rire? On peut sillonner la ville de Santa Barbara, Californie, USA, dans tous les sens, du nord au sud et d'est en ouest, on ne trouvera pas non plus de Vernon Avenue, censé pourtant mener tout droit dans Allen Street. On ne trouvera rien. Sixth and Third left mon cul. Encore une fois, on m'avait mené en bateau. Et pas seulement mes zigues. Toutes mes informations étaient fausses. Du super pipeau. À l'évidence, certains se donnent un mal de chien pour nous mettre sur de fausses pistes et saper à la base toute humanité en nous. Des gens comme Mike Nichols, par exemple, avec son film débile qui me fit croire tant de choses qui n'existent pas. Le lauréat, sorti en 1967 et Oscar du meilleur réalisateur en 1968. The Graduate en anglais. Lauréat mon cul, dont je ne vais pas en plus raconter l'histoire. Une femme mariée, Mrs. Robinson, des vergons d'un étudiant, Ben, fraîchement diplômé. Survient la fille, Hélène, de la femme mariée. Elle et Ben tombent amoureux l'un de l'autre. Répudiée, Mrs. Robinson prend très mal la chose, elle l'a vraiment mauvaise. Et sa fille aussi. Lorsqu'elle apprend que Ben s'est tapé sa mère, ça lui cause un choc. Elle ne veut plus jamais voir Ben et, dans la foulée, elle accepte de se marier avec un abruti qui rêve de fonder une équipe de foot avec elle, avec la bénédiction de sa chère maman, trop heureuse de se venger de Ben et de punir sa rivale de fille. Mais Ben débarque in extremis, au beau milieu du mariage, pour sauver sa bien-aimée du néant marital, et nos tourtereaux s'enfuient ensemble pour s'en aller faire des tripotés de gosses dans un autobus municipal de la ville de Santa Barbara, jaune comme un car scolaire. Le lauréat qui, si tu ne t'en es pas déjà rendu compte, j'ignore si tu as vu ce film, produisit sur moi un effet très spécial, vraiment bizarre, lorsque je le revis par hasard un soir à la télé, peu avant que M ne convole, comme on dit. Un effet à la fois euphorique et dévastateur. Il me semblait y reconnaître toute mon histoire de M. Tout collait parfaitement. Psychologiquement et sociologiquement, les caractères coïncidaient de façon affolante. Qu'il s'agisse de M dans le rôle d'Hélène et de moi dans celui de Ben, et de l'histoire, et tout. Avec un peu d'imagination, même S trouvait sa place dans le rôle de la mère de M. C'était chronologique, c'était fou. Je n'avais pas besoin de me forcer pour m'identifier, et voyant ce film qui, comme par hasard, fut diffusé peu de temps avant le mariage de M, à croire qu'il avait été programmé spécialement à mon intention, précisément au moment où j'avais le plus de chances de croire à ce que je voyais à l'écran, j'en fis des jours et des nuits durant des rêves de toutes les couleurs. Impossible de m'ôter la scène finale de la tête. J'y pensais matin, midi et soir. Je me repassais en boucle le moment où Hélène hurle le nom de Ben dans l'église, et, dans son cri, il y a l'immense approbation de la vie que M avait toujours contenue en son sein et n'avait jamais libérée, sauf lorsqu'elle m'avait écrit ses SMS. Mais qu'elle pouvait pousser de nouveau. J'en étais certain. Elle pouvait refuser immensément la mort. Elle le voulait, mais ne savait pas comment s'y prendre, puisque je n'avais pas répondu à son appel, et tel était le message du film. Pour faire sauter le carcan dans lequel s'étouffait sa véritable personnalité, il fallait créer un choc psychologique si fort que M, ébranlée au plus profond d'elle-même, ne pourrait plus faire autrement que d'expulser la mort en elle, jusqu'à se mettre à hurler comme un démon frappé au cœur, comme dans un exorcisme la bête blafarde, soudain exposée en pleine lumière, sortant toute visqueuse de son corps crucifié et se consumant aussitôt dans un panache de fumée âcre et de soufre ululé, etc. Quel meilleur choc que celui de me pointer, tel Zorro,
à son mariage. Dans le film, l'effet était immédiat, il était prodigieux, et plus j'y réfléchissais, plus je m'y voyais moi-même, à la place de Ben, m'en allant sauver M au volant d'une petite Alpha Spider 1600 cabriolet Duetto couleur rouge sang. M l'adorerait. Filant pied au plancher plein nord, en direction de Santa Barbara, passant le tunnel de Gaviota, tout à fait reconnaissable dans le film, et sur ma droite, apercevant le panneau indiquant Vernon Avenue. On voit très bien le panneau dans le film, il est filmé en gros plan. Et moi, prenant aussitôt la sortie à droite, arrivant à une station-service, où Ben s'arrête dans le film, et me précipitant à l'intérieur pour demander mon chemin. Le pompiste, qui lit un magazine à la con, m'indiquant que c'est la 6e en montant et la 3e à gauche. Et dans mon rêve, je saute le passage où la Spider tombe en panne d'essence et où Ben est forcé de continuer sa route en courant comme dans Marathon Man jusqu'à Allen Street. Moi arrivant avant lui, et sur ma droite, apercevant l'église toute blanche, gros cuboïde solennel, s'élevant majestueusement en bordure de la route, avec son escalier extérieur menant à une annexe surplombant la nef, visible derrière une grande baie vitrée, et tu connais la suite. À la fin, M et moi nous enfuyions dans un bus municipal 4522 de la ville de Santa Barbara. Et ne rigole pas, je te prie. Ne m'accable pas, please. Ce que nous voyons au cinéma, ou lisons dans les livres, n'est pas inoffensif. Cela nous poursuit et nous inspire. Cela ne s'arrête pas au caractère imprimé ou aux images projetées sur un écran. Tu crois quoi? Le lauréat, avec Dustin Hoffman dans mon rôle, Anne Bancroft dans celui de S et Catherine Ross dans celui de M. Catherine Ross qui, à l'écran, ressemble un peu à Ali McGraw, mais en plus enfantine, en moins sauvage, en mieux nourrie au grain, en trop bien coiffée, trop lisse, trop sage, sur fond de bande-son de Simon and Garfunkel chantant And here's to you, Mrs. Robinson, la 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 na 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 na, hey hey hey. Je viens des années 60 ou je ne viens de nulle part. Sauf que tout est faux. Tout est faux à l'écran. Absolument tout. J'ai fait des recherches bien forcées. Par exemple, dans le film, le panneau qui indique la sortie pour Vernon Avenue, c'est un décor. Cette sortie n'existe pas dans la vraie vie. Elle n'est en aucun cas une issue. C'est une pourriture de planchette B8 installée volontairement sur le bord de la route pour les abrutis dans mon genre afin de perpétrer la malédiction. Ce n'est pas tout. Le Gaviota Tunnel, par exemple, eh bien, il se trouve au nord de Santa Barbara. C'est-à-dire qu'on ne l'emprunte pas lorsqu'on vient de Los Angeles. Impossible. Quiconque traverse le Gaviota Tunnel, en venant du sud, a dépassé d'au moins 50 bornes la ville de Santa Barbara et file maintenant vers le nord de l'État, en direction de la ville de Las Cruces, d'où il peut bifurquer à l'ouest vers Lompoc ou à l'est vers Buelton, et plus loin Los Alamos et Santa Maria. C'est-à-dire que dans ce sens, le Gaviota Tunnel ne mène pas du tout vers Santa Barbara. Au contraire, il s'en éloigne. Il va dans la direction opposée. Tu comprends ce que je dis? Tu réalises la méchanceté, le vice stupéfiant, la volonté de me nuire? Contrairement aux renseignements que l'on m'avait donnés, et qui semblaient de première main, il est absolument impossible d'aller vers le sud en prenant l'entrée sud du tunnel de Gaviota. J'allais dire Glaviota. Je peux en témoigner. Quiconque emprunte ce maudit tunnel se retrouve vite fait bien fait dans le cul du trou d'un autre monde. Et, en tous les cas, si tu veux le savoir, je ne suis jamais arrivé à Santa Barbara. Voilà. Je ne suis arrivé à rien. Ce n'était pas le bon chemin. Cela n'a jamais été le bon chemin. Même la station-service, elle ne se trouve pas à Santa Barbara, mais dans une petite ville située plus au nord, à Goleta pour être précis, au 20 Winchester Canyon Road, si tu veux tout savoir.
Ben peut toujours courir pour trouver l'église. Il peut courir très longtemps. La sixième en montant et la troisième à gauche, on croit rêver. Et tu sais quoi? Les jambes qui apparaissent sur l'affiche du film, elles ne sont pas celles d'Anne Bancroft, mais celles de Linda Gray. Elles sont celles de l'actrice qui, 10 ans plus tard, interprétera Sue Ellen, la femme de J.R. dans le feuilleton Dallas. Tu le crois? Tu fais le lien? Ça percute un tout petit peu dans ta petite tête? Perçois-tu l'ampleur de la machination? La cohérence invisible? Cela le destin de M? Devenir d'ici une dizaine d'années, 10 ans, une pauvre housewife désespérée et alcoolique parce qu'elle n'a pas fait le bon choix? Parce qu'elle a épousé le type qui n'était pas le bon pour de mauvaises raisons? Parce qu'elle se haïssait elle-même, et de M à Sue Ellen en passant par Hélène, entends-tu la haine qui ricane et accomplit son œuvre? Moi, je l'entends. Quand on me demande aujourd'hui où j'habite, je réponds la sixième en montant et la troisième à gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bonjour chez vous. Par acquis de conscience, tant que j'étais sur place à Santa Barbara, Californie, USA, j'ai continué mes investigations. Parce que cette fichue église presbytérienne où Ben et Hélène échappent aux lois du monde pour s'inventer leur propre destin, elle devait bien exister quelque part. Elle ne ressemblait pas à un décor de studio. Tout ne pouvait pas être faux. Par pitié. Je pouvais me tromper, bien sûr. Prétendre le contraire serait risible dans mon cas, sans compter que, depuis 1967, des terroristes avaient très bien pu faire s'écraser un Boeing sur cette église, et il n'en resterait plus rien aujourd'hui. Il ne resterait que le ground zero de l'amour. Mais je ne me trompais pas. Ouf. Car j'ai finalement découvert le poteau rose. J'ai arraché son masque au lauréat. Je lui ai fait cracher son putain de morceau, et ce n'est rien de le dire. Après de longues recherches, des recherches harassantes, passées à consulter tout ce qu'il était possible de consulter à l'époque sur le lauréat, je rappelle qu'on était alors en 2004 et que tout n'était pas accessible sur Internet comme cela l'est devenu par la suite, j'ai finalement trouvé. J'ai rétabli l'univers sur son axe. Oui, sur mes seins parfumés, j'ai découvert l'endroit exact où se cache l'église toute blanche et cuboïde. Le gros glaçon qui ne fond pas. The Church, the real. L'endroit sacrificiel pour de vrai. Quand bien même il était sûrement trop tard et que M devait être marié à l'heure actuelle. Mais en étais-je si sûr? Un imprévu avait pu survenir. Peut-être qu'en conduisant pied au plancher, j'avais encore une petite chance, aussi infime soit-elle, d'arrêter le bras d'Abraham avant qu'une nouvelle substitution n'ait lieu. Vendu. Cela ne coûtait de toute façon rien d'essayer. Ce serait comme un pèlerinage, comme aller sur le lieu du crime, voir si mon cadavre y était, relever des indices, je ne sais pas, me faire ma propre opinion. Cela avait son importance. Et puis, je n'avais rien de mieux à faire présentement. J'avais traversé l'océan, j'étais venu jusqu'ici, autant aller jusqu'au bout. Je n'allais pas reculer maintenant, d'autant que je savais où aller. J'avais des informations solides, cette fois, de première bourre. Le temps de faire le plein, de bière aussi, et j'ai enfourché ma petite Spider rouge. En fait, une Buick Skylark bleu métallisé, immatriculée je ne sais plus quoi. Il ne louait pas d'Alfa Romeo à l'aéroport. Pour l'éperonner plein gaz, mais vers le sud cette fois. En m'éloignant cette fois résolument de Santa Barbara, toujours par la Highway 101, jusqu'à Rincon Beach Park, en longeant l'océan qui, mi-violet, mi-turquoise, ricanait sur ma droite. J'étais dans un état super bizarre au volant, à la fois surexcité, en colère, et pourtant étrangement calme et détaché. Dans un état plus second que premier, je dirais. Je sentais que je touchais au but, sans savoir lequel. Bientôt,
Mon histoire de M prendrait définitivement fin, mais il s'agirait de la fin que j'aurais souhaité lui donner. Cela faisait une sacrée différence. J'étais même pressé d'en finir, et je me fichais des limitations de vitesse. Je n'étais plus à l'arrière d'une 2 chevaux sur la route de Cabourg. Oh non, c'est moi qui dépassais tout le monde à présent, moi qui tenais le volant, avec le fantôme d'une jolie fille avec des guillemets assise à la place du mort. La logique était respectée. À fond je roulais, dans une ivresse enchantée, qui était à la fois celle de la vitesse et la mienne propre. La Buick réagissait au quart de tour, et je me faufilais entre les veaux, les vaches et les cochons, sans respecter aucune distance de sécurité, klaxonnant sauvagement pour qu'on me laisse passer, mes appels de phare dégageant férocement la route devant moi. Sans arrêt, j'insultais les types qui ne s'écartaient pas assez vite. J'avais mal aux mains à force de taper sur le volant. J'étais mon propre convoi prioritaire, lancé à toute allure sur la Highway 101. J'étais Popeye dans French Connection. J'étais fusée et bolide, avec Hendrix à plein volume dans la Buick. Sa reprise d'All Along the Watchtower en boucle, 1 million de fois en boucle, sans jamais me lasser. Moi hurlant à chaque fois There must be some kind of way out of here. There's too much confusion. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Drink my wine. Zzz. Dig my earth. Wow, wow, yeah. Moi me donnant à fond sur chaque riff et les reprenant à tue-tête, note après note, devenant au volant leur euphorie débridée et conduisant la Buick comme si elle était une guitare électrique, une sirène hurlante, une boule d'énergie atomique, jusqu'à me donner la sensation d'aller plus vite que le vent, qui, s'engouffrant par les fenêtres grandes ouvertes, gonflait si bien de joie ma chemise qu'il la faisait claquer comme un étendard, et menaçait d'en faire craquer à chaque instant les boutons. Cette fois, je me lâchais complètement. Je chavirais. Cette fois, je touchais au but. Je le sentais. J'allais entrer dans la vérité vraie. J'allais percer le mystère et M comme mon ultime possibilité de la reconquérir à mes propres yeux vu le mal que je me donnais. Vu la vitesse à laquelle j'avalais les kilomètres, d'abord sur la Highway 101, puis sur la Screaming Eagles Highway, pour, toujours vers le sud, enquiller à 160 à l'heure la Ventura Freeway qui, au niveau de la ville, de Ventura justement, dit au revoir à l'océan pour, cap vers l'est, s'enfoncer résolument dans des terres qui ne ressemblent strictement à rien, qui ressemblent à une pelade sautée au gingembre, jusqu'à Pasadena, où il faut prendre alors la Highway 134, puis la Foothill Freeway, route 55, qui se confond je ne sais trop comment avec la William H. Lancaster Memorial Highway, route 201. Et, toujours tout droit, d'après ma carte routière posée sur le volant, enfiler les kilomètres jusqu'à South Hills Park, où j'ai un peu levé le pied, pour ne pas rater l'embranchement pour le Foothill Boulevard, et ses arbres verts et roux en bordure. Et voilà, j'y étais. À La Verne, Californie, USA. Là où se trouvait l'église du lauréat. D'après mes recherches. La véritable église. L'église la vraie. Sise à La Verne et non à Santa Barbara. Soit une charmante et insipide petite localité située au nord-ouest de la ville de Pomona, poil au caca. Pour autant que je pouvais en juger, l'endroit s'était drôlement urbanisé depuis 1967. Rien à voir avec les images du film. Partout des pelouses et des maisons basses, plates, comme écrasées dans le sol, de charmants bunkers. Au loin, des collines arasées. Le ciel à présent bas sur l'horizon, rouge et nuit. Enfin bref, je n'étais pas là pour faire des repérages. J'explorais la réalité, moi. Ce qu'on appelle la réalité. Une fois engagé sur Foothill Boulevard, j'ai coupé la musique. Place au silence. Place au monde extérieur. J'ai laissé derrière moi Wheeler Avenue, un Chili's fait l'angle, puis la B Street. D'après la carte que je tenais au-dessus du volant en conduisant, ce devait être la prochaine à droite. Bingo! J'ai mis mon clignotant et me suis engagé avec respect, tournant le volant de façon très suave.
presque religieuse, dans District, un In-N-Out Burger fait l'angle. Laquelle District, disons-le, ne ressemble plus du tout à l'espèce de friche urbaine bordée de poteaux électriques en bois qu'on voit dans le film. C'est désormais une spacieuse et paisible rue bien tondue, toute proprette, typique des banlieues middle class américaines, etc. Bon Dieu, j'allais enfin savoir. J'étais tout proche maintenant. J'ai encore ralenti l'allure et j'ai commencé à écarquiller les yeux. J'avais envie d'une bière, mais ce n'était pas le moment. Je ne voulais pour rien au monde rater mon église, et pendant plusieurs centaines de mètres, j'ai roulé quasiment au pas, comme une voiture de police patrouillant tout feu éteint dans la nuit lorsque... Miracle, c'était elle. Juste sur ma droite. C'était bien elle. Aucun doute. Quel choc. L'église du lauréat. L'église pour de vrai. Là où Ben vient arracher son Hélène à sa haine d'elle-même. L'église cuboïde. Exactement comme dans le film. Exactement un gros glaçon blanc sans clocher. Avec un arbre immense et peut-être centenaire juste devant. Un cèdre. À l'intersection de la 3205 District et de 11th Street, j'ai regardé le compteur kilométrique. Cette saleté d'église se trouvait à plus de 200 kilomètres de Santa Barbara. 200 kilomètres. Je pouvais chercher longtemps. Ah, les salauds. Plus de 200 bornes, soit à peu près la durée du film, en roulant vite. Hey, on ne baise pas Bibi comme ça. Sauf que, là encore, on peut dire ce qu'on veut, mais contrairement à ce qu'on voit dans le film, il n'y a pas d'escalier de secours émargeant sur la façade est de l'église. Il n'existe aucun escalier par où pénétrer en douce dans cette foutue église, pas même un escabeau, ni de petite porte en hauteur vers laquelle un escalier pourrait s'élancer. Non, rien, le néant absolu, juste une façade blanche et nue, immaculée, virginale, comme pas permis. Merde alors, ils avaient effacé toutes les traces, ils étaient allés jusque-là. Mais la buick, je n'arrivais plus à respirer dans la buick, la poitrine affreusement oppressée, comme si des racines de marronnier poussaient sauvagement en moi. Merde alors. Tu piges ce que signifiait le fait qu'il n'y ait pas d'escalier sur la façade est? Ce que cela impliquait? Cet escalier avait-il seulement existé ou n'était-il lui aussi qu'un tour de passe-passe? Était-ce encore un décor? Une pénible illusion? Une de plus? Un truc pour faire croire des choses qui n'existaient pas? Sachant que cette église, comment dire sans m'enfoncer un pieu dans le cœur? Il s'agit de la United Methodist Church. Tu as bien entendu, il s'agit d'une église méthodiste. Il ne s'agit même pas d'une église presbytérienne. Absolument pas. C'était écrit en grosses lettres noires à l'entrée, sur une pierre blanche plantée dans le gazon vert pomme. United Methodist Church, avec juste en dessous, gravé en lettres noires plus petites et en italique, deux points ouvrez les guillemets, Open Hearts, Open Minds, Open Doors. Putain de saloperie de bouse de vache. Oh les sales petits vices merdieux. Pourquoi transformer une église méthodiste en église presbytérienne? M comme méthodiste finalement? Ça rimait à quoi tous ces trafics? Ce nouveau changement de nom? C'était quoi la différence entre ces deux sectes? Mais je n'allais pas faire de nouvelles recherches, ah non. Les fidèles des deux camps étaient-ils d'accord? Avaient-ils été consultés? On leur avait proposé combien pour qu'ils la bouclent? Pute vierge! Tout peut donc changer de nom et de décor comme ça, d'un claquement de langue, pour le spectacle? Et à la fin, Julien s'est pendu avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre. À la fin, des types armés jusqu'aux dents font des massacres dans les rues. Putain, on m'aura décidément tout fait gober.
Dieu qu'on m'en aura fait avaler des couleuvres et des pas mûres. Open hearts, open minds et open doors. Tu parles comme j'étais ouvert. Je n'ai jamais cessé de l'être. Depuis l'âge de 12 ans. Le cœur et l'esprit et même les sphincters, si on veut le savoir. Et pour quel résultat? Dans le genre getaway, j'étais tombé dedans, jusqu'au cou encore. Ah, les salauds. Ah, les crèves-têtards. Ils s'en donnaient du mal pour brouiller les pistes. Falsifier à tire-larigot. Tout mélanger. Donner l'illusion de la réalité. Bon Dieu, changer la confession d'une église, il fallait tout de même y songer. Planter sur le bord de la Highway 101 un faux panneau indiquant la sortie pour Vernon Avenue, il fallait le vouloir. Trouver un tunnel qui aille dans la direction parfaitement opposée à celle annoncée, il fallait le faire exprès. Inventer une rue, que dis-je une rue? Une avenue, dans une ville où vivaient paisiblement les Indiens Chumash avant que les Espagnols ne les réduisent en esclavage au XIXe siècle. Il fallait vraiment oser. Prétendre que le bonheur se trouve là, tout droit, straight ahead, la sixième en montant et la troisième à gauche, alors que c'est totalement faux. Il ne fallait pas manquer d'air. Faire croire qu'il existe un escalier qui mène au ciel, alors qu'il n'y a qu'un mur lisse et nu. Il fallait vraiment être pervers ou désespéré. Je ne sais pas. En tout cas, ces types du cinéma, ils ne respectaient vraiment rien. Ils se fichaient pas mal des types dans mon genre. Je veux dire, les types qui croient ce qu'on leur raconte et qui prennent tout au premier degré, avec une ingénuité sacrée. Bon Dieu, faire croire qu'on peut se lever au beau milieu d'un mariage et, plutôt que de se taire à jamais, s'enfuir avec son aimé qui, n'écoutant soudain que son cœur, envoie balader toute la supercherie sociale. Il fallait définitivement être machiavélique. C'était vraiment donner des fausses joies. Cela n'aidait personne à son niveau individuel des choses. Bon Dieu, ces types ne reculaient devant rien. Ils se croyaient tout permis. Ils se fichaient pas mal d'implanter dans la tête des gens des rêves qui ne se réalisent jamais dans la vraie vie. Ils n'avaient aucun scrupule à découper la réalité, ce qu'on appelle la réalité, en 1000 petits morceaux avec une paire de ciseaux super affûtés avant de la recoller n'importe comment et aller ensuite reconstituer votre lettre d'amour au monde. À croire que l'univers et tout ce qu'il contient leur appartiendrait, et comment s'étonner que Julien se soit pendu avec la ceinture de son pantalon? Car Julien s'est aussi pendu avec la ceinture de son pantalon à cause de... Comment les appeler? Des escrocs. Voilà le mot qui me vient. Des escrocs. Ah oui. Oh God, dégoûté j'étais. À me vomir dessus. Je n'avais même pas envie d'entrer dans l'église. Qu'ils aillent tous se faire foutre, méthodistes, presbytériens et cinéastes de mes deux. J'en avais ma claque qu'on me raconte des histoires qui me faisaient croire depuis toujours qu'il y avait une issue dans l'existence. Des putains d'histoires à dormir debout. Je me serais flanqué des gifles. J'en avais assez donné du cinéma. Assez donné dans la farce. Je suis resté encore un moment dans la butte garée le long du trottoir, juste devant la United Methodist Church au numéro 3205 de D Street, La Verne, Californie, USA. Je regardais l'église, la belle pelouse toute verte, le grand cèdre, un cèdre, qui s'élançait devant l'église, le soleil qui déclinait et la nuit qui commençait à tomber à présent, en sifflant une canette de bière, chaude, et en sifflotant la si la sol fa dièse. Je pensais à des choses et à d'autres. J'ai allumé une cigarette. Je rejetais la fumée par la fenêtre ouverte. J'ai fini par balancer mon mégot d'une pichenette et il a atterri sur la pelouse, pas très loin de la plaque qui indiquait le nom de l'église. J'ai regardé un instant la petite volute de fumée bleue qui montait de l'herbe, comme si la pelouse commençait à prendre feu. J'ai souri. Et puis je me suis cassé. Ras-le-bol. Sans un regard en arrière. Après avoir fait rugir un bon coup le moteur et cramer un peu la gomme des pneus, comme on fait un bras d'honneur.
Ça suffisait les conneries. Ça suffisait les pièces toujours plus merdiques à verser continuellement au dossier. Cette fois, j'étais allé le plus loin que je pouvais aller. Je ne pourrais jamais foncer davantage dans le décor, ni tomber plus tête baissée dans le panneau. Si c'était pour voir ça, autant rester chez moi, à scruter fixement la façade est de mon appartement, tout en buvant des bières fraîches. Autant faire ce que j'avais décidé de faire sur cette tombe délabrée du cimetière du Montparnasse. Dans un de mes petits carnets, dans l'avion qui me ramenait à Paris, j'ai noté ceci. Sortir de l'illusion. Sortir de l'histoire telle que je me la raconte. Est-ce possible ?